dans l'espace. Nous sommes prêts à décoller. Alors c'est parti. 3, 2, 1... 0. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Big Bang. Pour cette chronique, je dois vous avouer que ce n'est pas une mince affaire. Plus on s'éloigne des fondamentaux qu'on connaît, qu'on peut atteindre et étudier plus facilement, plus les explications deviennent théoriques et donc plus compliquées à comprendre. Je tiens aussi à dire qu'en aucun cas je ne suis une experte de l'espace. J'aime simplement m'y intéresser et souvent j'essaye de l'expliquer le plus vulgairement possible sans jamais donner trop d'équations ou de termes trop scientifiques. Même si parfois on ne peut y échapper. Passons donc au sujet du jour, le Big Bang. Un terme que l'on utilise souvent en parlant de l'univers, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, il faut savoir que comme tout ce qui a un rapport à l'univers, il s'agit non pas d'un fait, mais plutôt d'une théorie. Le terme exact, donc, est la théorie du Big Bang. Ce terme a été initialement proposé en 1927 par l'astrophysicien et chanoine catholique belge Georges Lemaître. Il décrivait à l'époque, dans les grandes lignes, l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers. Un terme qui désigne un sacré phénomène aussi. En effet, à grande échelle, on peut observer que les objets composant l'univers s'éloignent tous les uns des autres. Un phénomène expliqué par le gonflement de la galaxie. Le gonflement de la galaxie, ce qui voudrait dire que plus le temps passe, plus la galaxie s'agrandit. Chaque objet y garde alors sa place, mais à une nouvelle échelle. Encore une fois, comme pour le Big Bang ou le Grand Boom en français, il s'agit bien ici de théorie. L'expansion de l'univers est une solution théorique trouvée par Alexander Freeman en 1922 pour rendre compte du fait que l'univers ne se soit pas déjà effondré sous l'effet de sa propre gravitation. Et la conséquence immédiate de l'expansion de l'univers est finalement que celui-ci était par le passé bien plus dense et donc bien plus chaud. Mais quelle théorie s'appuie fortement et fermement sur l'existence d'une telle époque ? Vous l'aurez deviné, il s'agit de la fameuse théorie du Big Bang. Georges Lemaître, qui en a parlé officiellement en premier,
mais en réalité après Friedman, n'était alors à l'époque pas vraiment pris au sérieux, car homme d'église. Albert Einstein lui-même affirmait que ses théories étaient influencées par ses croyances. Cependant, en 1929, donc à peine 2 ans plus tard, l'astronome américain Edwin Hubble met en évidence les faits. « 1927, 1929, 2 dates à laquelle le Big Bang se nomme alors instant initial, le début, la création de l'univers. C'est quelque temps plus tard, en 1949, que le terme ironique de Big Bang sera donné lors d'une émission à la BBC. Le concept général du Big Bang est donc que l'univers est en expansion, donc gonfle, et qu'à un moment dans le passé, ce même univers était bien plus dense et bien plus chaud. Le mondialement connu Albert Einstein aurait pu lui aussi déduire l'expansion de l'univers avec la mise au point de la relativité générale. Mais a finalement préféré rentrer dans ses équations une constante cosmologique, car il était persuadé que l'univers était complètement statique. Et oui, nous avons cité la relativité générale d'Einstein. Et pour une fois les amis, nous allons creuser un principe un peu complexe, car il nous permettra de comprendre un petit peu plus de choses sur l'espace. Et tout commence en 1686. En 1686, nous avons Newton qui nous explique la gravitation. En gros, il nous dit que chaque corps qui a une masse s'attire entre eux. La force gravitationnelle peut alors varier selon la masse, mais aussi la distance entre les objets. Un objet massif aura une plus lourde gravité et un plus petit objet, moins massif, moins dense, aura une plus petite gravité. En 1915, Einstein débarque avec sa relativité générale et nous dit en gros que la gravitation n'existe absolument pas. Pour essayer de comprendre la réflexion qui se cache derrière la relativité générale, il faut déjà commencer par comprendre le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence nous dit, en gros, qu'une accélération peut mimer une gravité. Donc, qu'un mouvement à grande vitesse peut reproduire une gravité. Pour imager ça, prenons un astronaute dans une capsule stellaire. Sur Terre, la capsule subit la gravité terrestre. L'astronaute reste cloué au sol. Dans l'espace, c'est l'accélération et donc la vitesse de mouvement de la capsule qui va recréer cet effet de gravité. Dans les deux cas, l'astronaute reste au sol
Et s'il lance une pomme, qui est l'exemple donné par Newton, la pomme tombera sur le sol de la capsule. Et ça, c'est le principe d'équivalence d'Einstein. De ce principe d'équivalence en découle donc la fameuse théorie de relativité générale. La relativité générale est basée sur une équation principale qui va régir toutes les petites équations faites autour. Je pourrais vous la dire, mais je crains fort de bien vous perdre. Je laisserai donc les plus curieux d'entre vous s'informer d'eux-mêmes sur Internet. Mais pour simplifier tout ça, il faut savoir que cette équation dit la gravitation n'est plus du tout ce que Newton nous expliquait, elle n'existe pas. Ce n'est plus du tout une force qui s'exerce depuis un objet vers un autre, mais plutôt une déformation de la structure de l'espace et du temps. Notre fameuse équation, faite par Einstein, nous dit donc globalement que la déformation de l'espace et du temps détermine le mouvement de son propre contenu. C'est-à-dire que la déformation de l'espace-temps va dire à la matière, à l'énergie ou encore au rayonnement comment ils doivent se comporter, voire même de se déplacer. Mais attention, cette équation, elle peut aussi se lire dans le sens inverse. Et alors là, on comprend que la matière, l'énergie et le rayonnement disent à l'espace-temps comment, lui, il doit se déformer sous leur propre effet. Pour mieux comprendre une nouvelle fois, on va essayer d'imager tout ceci. Newton nous dit que le Soleil émet un champ de gravitation assez important. Donc, par sa gravitation, le Soleil attire la Terre et lui donne le mouvement qu'on lui connaît. Avec Einstein et sa théorie de relativité générale, il n'y a plus de force de gravitation. Le Soleil déforme simplement l'espace-temps autour de lui. La Terre ne subit aucune force et donc se déplace en ligne droite. Seulement voilà, comme les lignes droites sont déformées, elles forment des lignes courbes. Et la trajectoire de la Terre devient elle aussi une courbe autour du Soleil. Ceci étant dit, retournons au principe qu'on a évoqué tout à l'heure, qui s'appelle expansion de l'univers et qui est expliqué par le Big Bang. En fait, la découverte de l'expansion de l'univers prouve que celui-ci n'est pas statique, mais laisse place tout de même à plusieurs interprétations possibles. Premièrement, soit il y a conservation de la matière et donc dilution de celle-ci dans le mouvement d'expansion, et dans ce cas, l'univers était bien plus dense par le passé, explication du Big Bang. Soit deuxièmement,
on peut imaginer que l'expansion de l'univers s'accompagne de création et de disparition de matière. Et dans ce cas, la création continue de matière contrebalançant sa dilution par l'expansion. Et alors là, on est finalement sur un univers stationnaire. Au début, c'était cette deuxième hypothèse d'univers stationnaire la plus populaire. L'une des raisons de ce succès est que dans ce modèle appelé théorie de l'état stationnaire, l'univers est éternel. On retrouve donc ce principe d'infini. Puis à partir de 1949, c'est la théorie du Big Bang qui prend le dessus. Une théorie qui donne à l'univers un âge fini que l'on déduit directement de son taux d'expansion. Et pour ça, je vous invite simplement à vous pencher sur les équations de Friedmann. Mais je pense que pour aujourd'hui, nous avons assez évoqué d'équations comme ça. Enfin, il faut savoir aussi que c'est la découverte du fond diffus cosmologique qui fut historiquement la preuve décisive du Big Bang. Pour comprendre ça, il faut savoir que pour observer l'univers, les objets célestes et tout ce qui nous entoure, les astronomes se basent sur des rayonnements lumineux, des longueurs d'onde. Mais ceci étant trop compliqué à expliquer sans images, je vous invite à aller voir de vos propres yeux, toujours sur le net. En tout cas, je peux vous dire que le fond diffus cosmologique est l'étape qui arrive après la fin de fusion nucléaire dans la formation de notre univers. Soit 380 000 ans après le Big Bang. Ce qui nous donne la première époque de l'univers visible. Aujourd'hui, l'univers a plus de 13 milliards d'années. Donc voilà, contrairement à ce que l'imagerie populaire véhicule souvent, non, le Big Bang n'est pas une explosion. Le Big Bang ne s'est pas produit quelque part. Il ne s'est pas produit en un point d'où aurait été éjectée la matière qui forme aujourd'hui les galaxies. Le Big Bang est tout simplement un moment où l'univers était plus dense et plus chaud. Une sorte de point de départ à son évolution et donc à l'expansion de l'univers. Expansion, relativité générale, le Big Bang ou un point de départ ont été les sujets évoqués aujourd'hui. Une prochaine fois peut-être, nous évoquerons une fin théorique, totalement inversée au Big Bang, et il s'agit ici